Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des théories des maladies infectieuses, du processus infectieux et de l'épidémiologie. Donc c'est un cours, on va dire, assez chargé avec plein de notions différentes, beaucoup de définitions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, donc allons-y. Donc juste un petit rappel pour débuter, ce qu'est l'homéostasie. Donc l'homéostasie, dans le fond, c'est le processus ou les processus par lesquels votre corps cherche à atteindre un équilibre. Donc, il y a plein de systèmes régulateurs au sein de votre corps et on veut toujours atteindre un certain seuil à différents niveaux. Par exemple, pour la température corporelle, votre corps va toujours tenter de se maintenir à peu près à 36-37 degrés Celsius. Donc, si, par exemple, vous retrouvez dans un environnement qui est plus froid, donc votre corps, pour vous réchauffer, va se mettre à grelotter. Donc, quand on grelotte, c'est des contractions musculaires. Ces contractions musculaires-là vont générer de la chaleur, ce qui devrait nous réchauffer. Et au contraire, bien, si vous êtes dans un environnement où il fait peut-être trop chaud ou si vous faites de l'exercice, eh bien, à ce moment-là, votre corps va se mettre à transpirer. Donc, vous allez perdre de la chaleur comme ça. Même principe au niveau de la glycémie sanguine. Donc, quand votre taux de sucre sanguin augmente, donc par exemple après un repas, votre pancréas va sécréter de l'insuline, la glycémie va diminuer et se retrouver à une valeur normale. Au contraire, si vous êtes en période de jeûne, vous avez fait un long exercice, vous avez été courir pendant 1 heure et demie, 2 heures, ou faire du vélo, peu importe. Donc, à ce moment-là, la glycémie sanguine va avoir tendance à diminuer, mais les réserves de glycogène que vous avez au sein de vos muscles et de votre foie, donc dans le fond, quand on a beaucoup de sucre dans le sang et que l'on sécrète de l'insuline, une partie de ce sucre-là est stocké sous forme de glycogène dans nos muscles et dans notre foie. Donc, si la glycémie diminue, eh bien, on va aller rechercher ces réserves-là à l'aide d'une autre hormone, dans ce cas-ci le glucagon, qui est aussi sécrété par le pancréas. Et ça va faire remonter notre glycémie sanguine. Donc, il y a plein de processus là, comme ceux-là, la gestion du calcium sanguin, etc., où notre corps, dans le fond, veut maintenir une homéostasie. Donc, je vais donner quelques exemples déjà. Il faut se rappeler de ça, parce que dans le fond, quand on a une infection, ça brise cette homéostasie-là. Et notre corps veut la rétablir par l'action de son système immunitaire. Parfois, on va créer de la fièvre pour augmenter la température, pour nuire aux bactéries. Donc, il y a plein de processus là, comme ceux-là qui vont nous permettre de maintenir l'homéostasie. Donc, deux définitions, deux termes à distinguer. Okay? Parce que souvent, là, dans la population en général, on utilise ces termes-là un peu à tort et à travers. Donc, il faut les distinguer. Ce sont les termes infection et maladie. Donc, quand on est infecté, lorsqu'on a une infection, c'est que le micro-organisme est entré en nous, okay, et il est en train de s'implanter. Okay? Tandis que quand on est malade, quand on a une maladie, bien là, on a les symptômes okay, liés à cette infection-là. Donc, ma question, okay, est-ce qu'on peut être infecté sans être malade? La réponse, c'est oui. Par exemple, un patient séropositif. Un patient séropositif est infecté par le VIH. Donc, le VIH est en train de s'installer dans son corps, mais il n'est pas malade, il n'a pas de symptômes. Si vous avez déjà eu un feu sauvage, vous êtes infecté par le virus de l'herpès, okay, mais vous n'êtes pas nécessairement malade. Donc, les symptômes, la maladie comme telle va peut-être apparaître de temps en temps, mais le virus est en vous de façon latente. Si vous avez été en contact avec quelqu'un, par exemple, vous faites un transport d'un patient COVID, peut-être que sans le savoir, vous êtes infecté. Okay? Donc, le virus est entré en vous, vous êtes asymptomatique pour les 2-3 premiers jours, okay, suivant l'infection. Donc, vous êtes infecté, vous êtes porteur du virus. Le virus est installé en vous, mais c'est peut-être juste quelques jours plus tard où vous serez malade. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Autre définition, la différence entre pathogénicité et virulence. La pathogénicité, c'est est-ce que le micro-organisme est capable de me rendre malade? Est-ce qu'il peut déjouer mon système immunitaire? Donc, par exemple, le virus du rhume est pathogène. Les virus de la grippe sont pathogènes. Donc, ils vont créer quelque chose de, on va dire, négatif dans mon corps. Mais la virulence, c'est l'intensité du pouvoir pathogène du micro-organisme. OK? Donc, par exemple, si on regarde, je ne sais pas moi, on va dire une grippe saisonnière. Une grippe saisonnière, c'est pas le fun, là. OK? Tu as de la fièvre, tu es fatigué, tu peux avoir des tremblements, des choses comme ça.
c'est pas le fun. OK? Mais certaines grippes, OK, H1N1, H5N1, vont avoir une virulence beaucoup plus grande. Donc, les symptômes vont être plus importants, les dangers vont être plus grands aussi. Donc, on a peut-être plus de risque de mourir d'une grippe H5N1 qu'on a de chance de mourir, par exemple, d'une grippe saisonnière. Donc, les deux, la grippe H5N1 et la grippe saisonnière, les deux sont des virus pathogènes. Donc, les deux ont une pathogénicité envers nous, mais ils n'ont pas, ces virus-là, la même virulence du tout. Okay? Il y en a un qui est pire que l'autre. Donc, encore une fois, il y a une petite distinction entre les deux. Donc, pathogène, est-ce que ça peut me rendre malade, oui ou non? Okay? Et virulence, avec quelle force ces micro-organismes-là me rendent-ils malade? Donc, on voit dans le graphique ici que, par exemple, la virulence de la bactérie Staph aureus va même changer en fonction du temps, en fonction de la quantité de bactéries qui sont présentes. Donc, par exemple, disons au début de l'infection, donc S. aureus, on n'aura peut-être même pas connaissance qu'il y a un problème qui se produit. Okay? Mais avec le temps qui passe, puis le nombre de bactéries, dans le fond, qui se divisent à chaque 20 minutes, okay? Donc quelques bactéries deviennent des centaines de milliers après quelques heures, eh bien, les outils que la bactérie développe, okay, pour nous rendre malades, donc par exemple, après quelques heures, là, la bactérie développe ce qu'on appelle des adhésines, donc juste le nom devrait vous dire quelque chose, là. Donc ça permet aux bactéries de s'accrocher dans les tissus, mais plus tard, okay, c'est les mêmes bactéries, là, okay, elles commencent à développer et produire des toxines, des enzymes plus problématiques pour nous. Okay? Donc par exemple, le Staph aureus, rappelez-vous, cette bactérie-là provoque le syndrome du choc toxique. Donc si on prend l'exemple d'une femme, par exemple, qui aurait des tampons ou une coupe menstruelle, le sang s'accumule, puis les bactéries vont s'y installer et se développent. Dans les premières heures, chez la femme, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Okay? Éventuellement, le nombre de bactéries devient tellement important que c'est rendu après ces quelques heures-là que la toxine va être produite et que la toxine peut entraîner un choc qui peut parfois être mortel chez la femme. Donc, c'est la même bactérie, mais sa virulence va évoluer dans le temps. Ensuite, les notions de dose infectieuse, ça c'est assez important. Puis, il faut en parler, particulièrement là, quand on parle justement de la COVID-19. Okay? Quand on parle de la dose infectieuse, c'est la dose générale que ça prend pour infecter les personnes. La dose infectieuse peut varier en fonction des personnes. Par exemple, si on va dire que pour avoir une salmonellose, donc une infection bactérienne due à la salmonella, on va dire que ça va prendre peut-être, je sais pas moi, 10 000 bactéries pour infecter quelqu'un. Mais peut-être qu'une personne qui est plus âgée, qui a un système immunitaire plus faible, ça va peut-être prendre seulement 5 000 bactéries pour la rendre malade. D'ailleurs, j'ai un exemple, ça c'est un exemple réel pour le choléra. Donc la dose infectieuse, donc une dose qui devrait infecter 50% des patients, c'est une valeur statistique. Donc pour la bactérie du choléra, on calcule que ça prend 10 à la 8 bactéries pour nous rendre malades. Vous allez dire, crème, c'est beaucoup. C'est pas tant que ça. Quand on sait qu'on peut avoir des milliards de bactéries par centimètre cube d'intestin, 10 à la 8 bactéries, c'est pas si monstrueux que ça. Mais bon. Donc, ça prend 10 à la 8 bactéries pour infecter quelqu'un. Ça, c'est la valeur normale. Mais par exemple, si une personne, on est deux personnes, moi puis un ami, on fait une randonnée quelque part en, je sais pas moi, un pays où il y a du choléra, là. Je sais pas moi, Haïti, il y a eu des cas au Yémen. Je ne suis pas sûr que je vais faire un trek au Yémen ces temps-ci, mais peu importe. Vous comprenez l'idée? Donc, on se promène, on prend de l'eau. On prend de l'eau à la même source, moi et mon ami qui faisons la randonnée. Moi, j'ai une santé normale, lui aussi, mais lui, il prend des antiacides. Parce que, je sais pas moi, il a mangé épicé ou il a bu trop de bière la veille, puis il y a des reflux gastriques, fait qu'il prend des antiacides. Ces antiacides-là donc, vont faire leur job et diminuer l'acidité de l'intestin, donc le pH va augmenter. Ça va faire en sorte qu'il y a moins de bactéries qui vont être tuées par cette acidité-là. Donc, si on prend la même quantité d'eau de la même source, moi, par exemple, si on va dire qu'il y a 10 à la 7 bactéries du choléra là-dedans, moi, je bois ça, l'acidité de mon estomac va être suffisante peut-être pour en tuer beaucoup de ces bactéries-là, puis je ne serai peut-être pas malade. Mais mon ami qui prend des antiacides, peut-être que la quantité de bactéries nécessaire pour le rendre malade va peut-être être de 10 à la 5, parce que lui,
il y a une plus grande, on va dire, quantité de bactéries qui vont survivre dans son estomac parce que l'acidité va être moins importante. Donc, ça peut varier comme ça. Mais je reviens sur la COVID, c'était mon exemple initial, je n'ai même pas fini mon idée. Là. Pour la COVID, quand on parle bon, de distanciation, d'aération des espaces, de port du masque, okay, oui, peut-être que le masque n'est pas parfait. Okay? Ce n'est pas une protection, surtout là, si on utilise des masques, on va dire, artisanaux, là, faits maison ou quoi que ce soit. Ce n'est pas des masques de procédure, encore moins des N95. Là. Donc, ce n'est pas le même pouvoir filtrant. Mais, par exemple, si quelqu'un tousse, il y a des gouttelettes qui sont projetées, si la grande majorité des gouttelettes est bloquée par le masque, peut-être que la dose ou la quantité de virus qui atteint effectivement les muqueuses du patient, elle ne sera peut-être pas suffisante pour le rendre malade. Donc ça, il y a des fois, les gens ils disent « Ah, le masque, ça ne sert à rien, il y a des virus qui passent. » Oui, mais s'il y a juste 2 virus qui passent, c'est peut-être pas suffisant pour rendre la personne malade. Tandis que si on n'a pas de masque et qu'il y a 1 million de virus qui passent, mais là, on a peut-être plus de chances d'être malade. Okay? Donc, il faut être conscient de ça, de la dose infectieuse. Donc, quelle quantité de virus ça prend? Il y a des virus où la dose infectieuse va être vraiment faible. Okay? Je ne suis pas sûr que, par exemple, si on me donnait une aiguille souillée par le VIH, puis on me disait « Ah, il y a juste 5 virus du VIH là-dedans », je ne suis pas sûr que je me piquerais avec ça. Okay? Tandis que d'autres maladies, je vais reprendre la salmonelle, on me dit « On te garantit, okay? Pat, on me dit ça, là, Pat, il y a juste 5 bactéries de la salmonelle dans tout ton verre d'eau, d'à peu près, je ne sais pas moi, 500 ml. Je cale le verre d'eau devant vos yeux, aucun problème. Parce que la quantité de bactéries ne sera jamais suffisante pour me rendre malade. Mais ça va varier en fonction du nombre, du type de micro-organisme, puis des conditions de santé de la personne. Okay, encore une fois, une personne âgée, la dose infectieuse va être plus faible qu'une personne en santé. Puis la dose létale, on n'espère jamais se rendre là, puis ce n'est pas des tests qu'on va faire sur l'humain de toute façon, là, mais c'est la dose ou la quantité de micro-organismes que ça prend pour tuer la personne. Donc là, ça commence à être intense un peu. Le R0, j'en ai parlé dans les capsules précédentes, on en parle beaucoup avec la COVID et tout. Okay? Donc, par exemple, le R0, c'est le nombre de personnes qui seront infectées par une personne elle-même infectée. Donc, par exemple, si moi, je vais donner les exemples que vous voyez dans le graphique à droite, là, il est en anglais, je m'en excuse. Le measles, c'est la rougeole. Pertussis, c'est la coqueluche. Rubella, c'est la rubéole, ça c'est pas si pire. Mumps, c'est les oreillons. Puis influenza, c'est la grippe. D'accord? Puis on pourra faire un petit dessin de la COVID tout à l'heure. Donc, la grippe. Okay? La valeur théorique, le R0, c'est de 2 à peu près. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si moi j'ai la grippe, statistiquement, je devrais en infecter 2 autres personnes. Okay? Des fois, ça peut être plus. C'est sûr que si j'ai la grippe, puis je vais dans un party de famille, puis on est 50, puis je donne des becs à tout le monde, puis je fais goûter, je sais pas, moi, j'ai amené une bière de la région, puis je fais goûter ça à tout le monde prend la gorgée au même verre. On est dans un espace restreint, donc c'est ça que je vais contaminer plus de monde. Mais statistiquement, une personne qui a la grippe en infecterait 2. La COVID, pour l'instant, là, elle serait à peu près comme ça. C'est entre 2 et 4, là, selon les chiffres que l'on a. Okay? Mais ça pourrait varier peut-être un petit peu à la hausse si on avait les vrais résultats, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, donc c'est plus difficile de l'évaluer. Mais regardez la rougeole. Okay? Un R0 entre 16 et 18. Donc, imaginez, là, si le mouvement anti-vaccin se poursuit, il y a des enfants qui vont à l'école. Il suffit qu'il y ait un enfant dans la classe qui est infecté. Puis là, si on a des classes entre 20 et 30 étudiants, pratiquement toute la classe va y passer. Là. Okay? C'est une des maladies les plus facilement transmissibles. Donc, c'est un R0 très, très, très élevé. Donc, quand un R0 est plus petit que 1, normalement, l'infection finit par disparaître d'elle-même. Okay? Donc, en plus, surtout si on contrôle l'infection, on soigne les patients, on les isole, on devrait régler le problème. Ça a été le cas un petit peu avec le SRAS, okay? Donc le syndrome respiratoire aigu sévère, qui était aussi une infection due à un coronavirus. Donc on a réussi à contrôler rapidement la propagation. Le R0 était peut-être un petit peu plus faible, ça nous a aidé, mais les personnes atteintes, infectées, on les isolait, on les guérissait. Okay? On espère là, que ces personnes-là ne meurent pas. Là. Si la personne meurt, le virus meurt avec elle aussi, malheureusement. Heureusement pour les autres, malheureusement pour la personne. Mais on peut l'éliminer comme ça. Mais si le R0 est plus grand que 1, souvent l'infection se propage et c'est ce que l'on voit présentement avec la COVID.
L'autre facteur, c'est le facteur de dispersion, ok, ou le facteur K. Lui, il a une valeur juste entre 0 et 1. S'il est près de 1, ce facteur-là, ça veut dire que l'infection se propage de façon, on va dire, homogène et régulière. La grippe, souvent, c'est un petit peu comme ça. Donc, on va voir à une certaine période de l'année la propagation qui va se faire. Mais là, ce que l'on voit, ou ce qu'on a vu surtout au début avec la COVID, là, c'est rendu pas mal plus régulier qu'irrégulier. Mais certaines maladies vont progresser plus par, on va dire, des bonds imprévisibles. Okay? Donc, il n'y a presque pas de cas. Tout à coup, il y a plein de cas. Ça diminue, ça revient. Ça fait ça comme ça. Okay? Donc, c'est imprévisible. Ça va être un facteur de dispersion 0. Souvent, quand on a une maladie comme celle-là, c'est que beaucoup de gens, par exemple, ne transmettent pas la maladie. Okay? Mais d'autres vont être ce qu'on appelle là, des super propagateurs. Donc, une personne va en infecter 20, tandis qu'une personne qui a la même infection ne va pas la transmettre à personne. Okay? Donc, ça, on peut voir ça. Puis on l'a vu un petit peu au début avec la COVID. Là. Il y avait des personnes, par exemple, qui avaient été identifiées comme étant des super propagateurs, par exemple, lors de cérémonies ou des mariages, donc des rassemblements. Puis une personne a causé l'infection de 20 à 30 personnes. Puis d'autres personnes qu'on a détectées qui étaient asymptomatiques, puis il n'y avait aucun cas relié d'infection à ces personnes-là. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, allez voir l'article qui est là ou les petites vidéos qui expliquent. C'est quand même bien fait. C'est quoi un agent pathogène opportuniste? C'est une bactérie, un virus, donc un micro-organisme qui profite de la faiblesse de son hôte pour l'infecter. Rappelez-vous les notions que l'on a vues sur le VIH. Certains mycètes, par exemple pneumocystis, ne causent pas de problème dans la population en général, mais vont atteindre et affecter avec beaucoup de puissance, donc vont être très virulents envers les personnes qui sont atteintes du VIH. Donc le système immunitaire de ces personnes-là est plus faible, le mycète les infecte, puis malheureusement, souvent peut les tuer. D'autres agents pathogènes opportunistes, la bactérie sur laquelle j'ai travaillé beaucoup, le Pseudomonas aeruginosa, lors de ma maîtrise. Cette bactérie-là, okay, pour la plupart des gens, je vais m'inclure là-dedans, donc j'ai une santé normale, une santé respiratoire qui va bien, un petit peu d'asthme, mais ça c'est plus des allergies. Là. Mais bon, cette bactérie-là, pour la plupart des gens, vous pouvez l'inhaler, en avoir sur la peau, puis vous n'aurez pas de problème. Mais chez quelqu'un qui a la fibrose cystique est une maladie génétique, donc ces personnes-là vont avoir une susceptibilité accrue à cette bactérie, et lorsqu'ils l'inhalent, la bactérie va profiter des problèmes causés par la maladie génétique pour venir s'implanter au niveau des poumons et va créer beaucoup de problèmes, va créer une espèce de biofilm là, qui va empêcher les échanges d'oxygène et de CO2. Puis malheureusement, là, ça devient très difficile pour ces gens-là de respirer, puis il y en a beaucoup qui meurent, malheureusement. Mais, là je dis beaucoup, ça c'était plus dans le passé. Maintenant, avec les traitements de divers types d'interventions, antibiotiques, traitements un petit peu mécaniques là, pour faire que les personnes vont avoir des expectorations, donc vont cracher ces bactéries-là. Une méthode, entre autres, qui s'appelle le clapping, donc une espèce de massage là, dans le dos. Bref, donc on élimine les bactéries, puis les gens ont de meilleures chances de survie, ou du moins peuvent vivre plus longtemps. Donc il y a des progrès qui se font là-dessus. Mais bref, la bactérie, c'est un pathogène opportuniste. Donc, d'autres exemples aussi, E. coli dans mon gros intestin ne me causera pas de problème, mais si elle atteint la vessie ou entre dans une plaie, bien là, on a plus d'infections. Donc, la bactérie profite de situations spéciales pour nous rendre malades. Je dis bactérie, mais ça pourrait être un virus ou un mycète, n'importe quoi. Transmissibilité de l'infection. Okay? Vous allez remarquer, là, il y en a, en tout cas, souvent, les gens vont confondre ces deux-là, là, la différence entre une maladie transmissible et une maladie qui est contagieuse. Je vais donner des exemples, puis vous allez voir, ça va devenir très clair. Quand on parle de maladie contagieuse, c'est une maladie qui se transmet facilement. Okay? Souvent, il suffit d'être en présence de la personne dans la même pièce et on a des chances d'être infecté. Varicelle, rougeole, diphtérie, polio, dans le fond, les maladies qui ont des R0 assez élevés sont des maladies contagieuses. Maladie transmissible, okay? Puis là, vous allez remarquer, vous allez me dire, « Hey, tu as mis les deux. Okay? » Oui. Parce que toutes les maladies contagieuses sont transmissibles. Okay? Puis l'inverse ne serait pas vrai. Les exemples, okay? Si je rajoute ici, là, les ITS, infections transmises sexuellement, c'est transmissible, mais ce n'est pas contagieux. Okay?
Pour transmettre une ITS, ça prend un contact étroit, ça prend une relation sexuelle. Okay? C'est pas contagieux. Si je t'assis dans la même pièce que quelqu'un qui a la gonorrhée, c'est pas juste en respirant le même air que cette personne-là que je vais attraper la gonorrhée. Du moins, je ne pourrais pas dire ça à ma blonde si jamais j'ai la gonorrhée puis ça ne vient pas d'elle. Okay? Ça serait un petit peu gênant. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on parle de maladie transmissible. Ce n'est pas contagieux. Contagieux, je pourrais être assis dans la même pièce que quelqu'un, dans une classe, dans un restaurant, dans un bar, peu importe. Puis juste le fait d'être assis près d'elle, souvent les maladies contagieuses sont transmises par des gouttelettes, par les aérosols, donc dans l'air. Donc même si je ne touche pas à la personne, je ne suis pas en contact avec elle, je peux être infecté. Donc vous, okay, dans le cadre de votre métier, il faudra faire attention à ça. Souvent, vous n'avez pas le diagnostic, vous allez chercher une personne qui est en détresse respiratoire, vous allez chercher quelqu'un qui a des symptômes, de la fièvre, des choses comme ça. Vous ne savez pas c'est quoi que la personne a, mais il faudra toujours prendre pour acquis un peu que la personne peut être contagieuse et vous devrez vous protéger, vous, si vous ne voulez pas contaminer les autres patients, puis contaminer votre famille, vos amis, etc. Donc, il faudra porter l'équipement de sécurité approprié pour bien se protéger. Bref. Puis ensuite, il y a les maladies non transmissibles. Donc, par exemple, moi, si j'ai le tétanos, okay, à ce moment-là, je ne peux pas le transmettre. Okay? C'est mon problème, la toxine est dans mon sang, puis c'est moi qui vais en subir les conséquences. Si j'ai eu mon vaccin, c'est encore pas si pire, mais quelqu'un qui est atteint du tétanos, si vous allez chercher, j'espère que ça n'arrivera jamais, là. Je ne peux pas croire qu'il y a encore des gens qui mourraient du tétanos au Canada, mais si vous allez chercher quelqu'un qui a le tétanos, les risques que vous soyez vous-même infecté sont quand même très, 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 très faibles, pratiquement inexistants. Puis l'autre exemple, la grippe aviaire, comme je l'avais dit, c'est la fameuse H5N1, donc il y avait une transmissibilité très, très faible. Ça nous a aidé beaucoup parce que son taux de mortalité était très élevé. Donc, si vous aviez la malchance d'avoir cette infection-là, vous étiez dans le trouble. L'incidence et prévalence, ça, on en parle beaucoup. Okay? Surtout l'incidence avec la COVID. Donc, l'incidence, dans le fond, c'est le nombre de nouveaux cas apparus dans une population totale à risque durant une période donnée. Donc, une augmentation de l'incidence permet de constater une épidémie, voire une pandémie. On est-tu là-dedans, vous pensez? Donc, on est rendu le 10 janvier, quand je fais la capsule. Puis, on a battu, je crois que c'était hier, notre record, c'est pas un record qui est enviable, de nombre de cas ou de nouveaux cas de COVID, donc plus de 3000. Puis ça, c'est ceux qu'on détecte. Okay? Donc, clairement, l'incidence est en hausse, puis on est dans une phase pandémique. Clairement, OK? Pandémie, c'est une épidémie à la grandeur de la planète. Puis les cas augmentent partout ou presque. Donc, on est dans une pandémie. Donc, l'incidence va nous donner un indice, okay, du risque d'être infecté. Donc, plus l'incidence sera élevée, par exemple, dans un pays X, ben, c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller, okay, ou dans une région donnée, par exemple. Okay? L'incidence, par exemple, de la COVID est plus élevée présentement à Montréal et à Laval qu'elle ne l'est en Outaouais. Donc, tu as plus de chances d'attraper la COVID dans ces coins-là que, par exemple, ici ou dans le Grand Nord du Québec, par exemple. Okay? Donc, vous avez le calcul, l'incidence, c'est les nouveaux cas sur la population totale, puis c'est un petit peu ce qu'on annonce à tous les jours là, depuis mars dernier. Tandis que la prévalence, c'est le nombre de cas total. Okay? Donc, par exemple, quand on parle de la prévalence de la COVID, donc ce qu'il faut calculer, c'est les nouveaux cas qu'on ajoute, mais les cas actifs aussi, donc les personnes qui, ou bien, là je l'ai écrit quelque part, les personnes qui sont mortes ou qui sont guéries, on les calcule pas là-dedans. J'aime bien l'image là, en haut à droite. Là. Okay. L'incidence, dans le fond, c'est les nouveaux cas, donc l'eau qu'on ajoute au bain. La prévalence, c'est le nombre de cas total plus l'incidence. Mais dans la prévalence, okay, on élimine les personnes qui sont mortes ou qui sont guéries. Donc, prévalence, c'est le nombre de nouveaux cas plus les cas actifs d'une maladie. Donc, ça, vous pouvez voir des statistiques comme ça sur le web, okay, pour chaque région du Québec pratiquement. Donc, par exemple, en Outaouais, on pourrait dire qu'il y a, je ne sais pas moi, 40 nouveaux cas aujourd'hui, mais il y a, on va dire, 110 cas actifs. Donc, 110 personnes qui ont été diagnostiquées et qui sont encore considérées malades ou, par exemple, contagieuses. Mais lorsqu'elles sont guéries, ces personnes-là, on les retire de la prévalence. Okay? Puis même chose si elles décèdent, mais on ne l'espère pas. On regarde ici là, comment peuvent varier l'incidence et la prévalence une par rapport à l'autre. Donc, pour l'exemple du graphique en haut à droite, donc si, je vais lire le texte, là, si la maladie a une influence très faible sur le taux de mortalité de la population,
à la fin de l'épidémie, la prévalence va décliner lentement. Ce que ça veut dire, okay, c'est que par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt, okay, mais les gens guérissent tranquillement, mais il n'y a plus de nouveaux cas. Okay, donc, la maladie va disparaître un petit peu d'elle-même. Tandis que dans l'exemple B, okay, donc, si la maladie augmente de façon importante le taux de mortalité, la prévalence va décliner plus rapidement. Donc, un graphique comme celui-là, on pourrait se dire, waouh, c'est cool, il n'y a plus personne qui est un porteur, il n'y a plus de porteur actif de la maladie. Ouais, mais non. Okay? Ici, ça veut dire que, par exemple, on soigne mieux les patients, on a une plus grande chance de guérison. Okay? Tandis qu'ici, ça veut dire, OK, il n'y a plus de nouveaux cas, puis les cas actifs diminuent, bien souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de morts. Fait que ce n'est pas nécessairement positif comme graphique. Si par contre, c'est une maladie qui se guérit très rapidement, genre, je sais pas, une gastro, elle dure 2 jours, puis après ça, tu es correct, bien, ça pourrait ressembler à ça aussi. Okay? Ensuite, les maladies à déclaration obligatoire, ce qu'on appelle les MADO. Okay? Ça me fait toujours sourire parce que c'est le surnom que je donne à ma mère, parce qu'elle s'appelle Madeleine, mais peu importe. Okay? Donc, ce sont des maladies. Okay? Si vous vous présentez à l'hôpital, chez votre médecin, et qu'on vous diagnostique cette maladie-là, on va devoir le déclarer à la santé publique. Okay? Les exemples, coqueluche, diphtérie, Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob, c'est une infection au prion. Lyme disease, donc la maladie de Lyme qui est transmise par une tique, mais c'est une bactérie qui cause la maladie. Puis toutes les ITSS okay, sont à déclaration obligatoire. C'est clair qu'on ne va pas nécessairement appeler votre chum, votre blonde, dire Hey, ton chum a la gonorrhée, là, c'est pas ça le point. Okay? Mais il va y avoir un registre de santé publique là, avec votre nom et le fait que vous avez été infecté par cette bactérie ou ce virus-là à une période donnée. Puis souvent, il va y avoir un suivi qui va être fait pour voir si vous êtes bel et bien guéri. L'autre exemple, donc la tuberculose. Okay, la tuberculose, au moins au Canada, ce qui est rassurant pour nous, c'est qu'il y a très très peu de cas, mais à travers le monde, c'est une infection bactérienne qui cause des ravages, qui tue beaucoup de gens. Okay? Et c'est une bactérie qui est très longue à traiter et en plus, elle devient de plus en plus résistante aux divers traitements qu'on utilise. Donc, écoutez, c'est 8 millions de personnes là, à travers le monde qui sont atteintes de tuberculose, puis c'est 2 millions qui en meurent okay, chaque année. Donc, à chaque année, 2 millions de personnes. Puis pourtant, il y a très peu comment je peux dire, on en parle très peu, par exemple, aux nouvelles ici, parce qu'on n'est pas touché, mais dans certains pays, c'est une catastrophe. Donc, il faudrait être conscient de ça, puis peut-être faire plus de recherches pour aider les pays là, qui sont touchés. Fréquence de la maladie, donc si je prends justement l'exemple de la tuberculose, okay, au Canada, la tuberculose là, serait une maladie sporadique. Donc, il y a juste quelques cas de temps en temps. Des fois, c'est des gens qui reviennent de voyage, des choses comme ça. Donc, ce sera vraiment aléatoire. Sporadique, c'est ce que ça veut dire. Là. Donc, il y a un cas par-ci, par-là. La fièvre typhoïde au Canada, c'est un peu le même principe. Tandis qu'une maladie endémique qui est constamment présente, bien, le rhume au Canada, c'est constamment présent. Okay? Normalement, moi, j'en attrape 1 ou 2 par année. Là, puisque l'on porte des masques, on est en distanciation physique, on ne voit pas autant de monde, ben, je vais toucher du bois. J'ai pas eu de rhume cette année, puis je m'en plains pas. Okay? Puis j'ai pas eu de COVID puis de grippe non plus. Une maladie par la suite qui est épidémique, bien là, c'est qu'un grand nombre de personnes, rapidement, là, en peu de temps, sont infectées. Donc, par exemple, épidémie de grippe, épidémie de gastro. Okay? Par exemple, dans une des classes de mon garçon secondaire, ils ont eu une épidémie de gastro. Okay? Donc, je pense que c'est 20 cas là, sur un étage en une journée et demie. Là. Donc, ça a été un peu le bordel. Épidémie de grippe, par exemple, dans un CHSLD ou dans une région donnée. Donc, il y a quelque chose qui se passe rapidement. Puis pandémique, je pense qu'on peut passer là-dessus. Là, tout le monde comprend qu'une pandémie, c'est un virus, une infection, là, ça peut être bactérien aussi, là, qui se propage rapidement à travers la planète. Okay? La grippe, le sida. Il faudrait que je mette mes notes à jour. Là. COVID-19. Okay? En fait, je l'ai écrit en dessous. Ha! Okay? Donc voilà, donc ces maladies-là se répandent partout rapidement. Juste revenir sur quelque chose. Okay? Une maladie sporadique, par exemple, au Canada, pourrait très bien être endémique ou épidémique ailleurs. Donc, la typhoïde, ailleurs dans le monde, elle est endémique. Dans certains pays d'Afrique centrale, oui, mais d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud aussi. Puis l'inverse pourrait être vrai. Regardons ça justement ici. Donc, la fièvre typhoïde, sporadique au Canada,
aux États-Unis, en Europe, en Australie, Nouvelle-Zélande. Endémie moyenne dans certains pays d'Afrique, d'Amérique centrale, du Sud, puis même d'Amérique du Nord, si on compte le Mexique. Puis zone endémique, OK? Donc, on a une grande partie de l'Amérique centrale puis de l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, OK? Une partie de l'Asie, Asie du Sud-Est aussi, donc des régions peut-être un petit peu plus tropicales aussi souvent. Donc, on va retrouver beaucoup de cette bactérie-là. Donc, sporadique à un endroit, mais endémique ailleurs. Ensuite, quand on parle de maladie aiguë, donc elle évolue rapidement, mais ne dure pas longtemps. Maladie chronique, ça c'est quelque chose qu'on traîne un bon bout. Okay? Tuberculose, comme je l'ai dit, c'est long, ça prend du temps à être traité, c'est des mois d'antibiothérapie. L'hépatite B, vous pouvez passer le reste de vos jours avec ça. Ça peut entraîner des cancers, c'est pas le fun. Maladie latente, okay? Zona, on pourrait mettre l'herpès là-dedans, herpès buccal par exemple. Donc zona, là on voit le dos de la personne qui est ici, ça c'est des manifestations du zona. Je vous rappelle, c'est le même virus que celui de la varicelle, mais il demeure en latence dans vos ganglions spinaux. Puis votre système immunitaire est plus faible, peu importe, quand on est plus vieux, il peut se réactiver. Puis là, juste pour vous dire, okay, j'ai déjà eu une étudiante qui m'a dit qu'à 14 ans, elle avait eu le zona. Donc, tu sais, il y a toujours des exceptions. Okay, c'est très malheureux pour cette personne-là. Là. Ça ne devait pas être le fun d'avoir le zona à 14 ans. Mais normalement, ce sont des personnes un petit peu plus âgées là, qui vont le développer. Puis les maladies lentes, okay, comme la lèpre, donc c'est des maladies qui prennent du temps, dans le fond, à se développer. On pourrait rajouter aussi, par exemple, le courroux. Okay, rappelez-vous la maladie à prion, donc ce sont des micro-organismes qui s'installent en vous, mais qui prennent du temps avant de créer les symptômes. L'étendue des dommages, donc quand on parle d'une infection locale ou systémique, locale, j'ai une petite blessure, j'ai une infection par exemple au niveau de ma peau. Infection locale, ça peut être une infection qui est située seulement par exemple dans ma bouche, dans mes poumons, donc c'est à un endroit. Infection systémique, là c'est tout mon corps qui est affecté. Okay? Certaines infections bactériennes par exemple peuvent causer des dommages partout, des septicémies, j'en parle ici. Là. Donc quand la bactérie se propage et se reproduit dans le sang, on parle de septicémie, mais s'il y a juste des bactéries dans le sang okay, qui ne se reproduisent pas, donc là, à ce moment-là, on parle de bactériémie. Ensuite, présence de toxines, on parle de toxémie, virus, virémie, ça devient un petit peu évident. Puis juste pour vous montrer les images ici, là, le tétanos. Okay? L'image du bas, donc ça c'est une toxémie importante, là, une toxémie mortelle. C'est une peinture qui avait été faite là, il y a plusieurs centaines d'années pour illustrer ce qu'était le tétanos ou les conséquences de. Puis ça, c'est malheureux, mais ça, c'est une photo de l'an dernier. Okay? On est dans les années 2000, là. Puis il y a un enfant qui est atteint de tétanos parce que ses parents ne voulaient pas qu'il reçoive le vaccin et tout, donc on a des conséquences comme ça. Ce que j'ai su de cette histoire-là, c'était aux États-Unis. L'enfant a été guéri, mais ça a pris des semaines de traitement. On a fait des traitements par des anticorps, plein de choses pour l'aider. Puis on a fini par le sauver parce que normalement, le tétanos, à ce stade-là, on en meurt. Fait que ça a quasiment été un miracle de la médecine de pouvoir aider cette personne-là. Mais de grâce, faites vacciner. Les vaccins contre le tétanos, c'est parmi les vaccins les plus efficaces. Maintenant, l'évolution d'une infection. Donc, supposons aujourd'hui, okay, je me fais infecter, je vais faire l'épicerie, puis je ne sais pas moi, j'inhale des virus de la COVID. Donc, il y a plusieurs phases. Okay? Donc, vous avez dans l'axe qui est ici, l'axe des X, la durée, puis on va dire ici les symptômes ou l'évolution de l'infection comme telle. Donc, au départ, supposons que je me fais infecter aujourd'hui, je vais avoir une certaine période d'incubation. Okay? Période d'incubation au cours de laquelle je n'aurai pas de symptômes, okay? Puis je ne saurai même pas dans le fond que je suis infecté. Donc, ça correspond aussi un petit peu à la période de latence. Mais tranquillement, pas vite, je vais atteindre ce qu'on appelle la période prodromique. Ça, souvent, c'est là où apparaissent les premiers symptômes. Symptômes qui sont peut-être plus faibles, mais il y a quelque chose qui se passe. Okay? Si on prend, par exemple, juste un rhume, des fois, tu le sais, là, tu te réveilles le matin, puis un petit mal de gorge, pas sûr, mais là, tu sais, ça sent bien. Là. Okay? Donc, prodromique, c'est les premiers symptômes. Puis, la période d'état, okay, c'est ce qu'eux appellent sur le graphique la période de maladie. Là. Donc, en période d'état, là, tu as les symptômes. Tu es malade, ça va pas bien. Tu as les symptômes liés à ta maladie. Là. Si c'est le rhume, tu as mal à la gorge, tu as le nez qui coule, etc. Si tu as la COVID, ça peut être probablement plus grave que ça.
D'accord? Puis ensuite, après la période d'état, c'est la période de déclin. Donc, on commence à se sentir mieux, notre système immunitaire commence à s'activer, éliminer les virus, les bactéries. Puis convalescence, bien là, on récupère. Okay? Souvent, dans la période de convalescence, les micro-organismes ne sont plus là, mais puisqu'il y a eu, on va dire, par exemple, des dommages au niveau pulmonaire, parce que, rappelez-vous, là, quand tu as une infection, il y a des cellules qui se font détruire. Alors, surtout si c'est une infection virale, tu as la grippe, bien, il y a des cellules qui ont été détruites. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans de ça, j'ai eu une grippe, une solide, là, pendant le temps des fêtes. Puis, ça m'a pris jusqu'au mois de février, mi-février, avant de ne plus avoir de problèmes, soit respiratoires, d'essoufflement, parce que, bon, le virus n'était plus là, okay? Mais mes poumons avaient de la difficulté à récupérer, donc pour régénérer, dans le fond, les tissus qui avaient été détruits. Donc, la transmission d'une infection peut être possible de la phase d'incubation jusqu'à la phase de déclin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la phase de contagion. Je vais l'écrire ici. Donc, parfois, même la COVID, là, vous pouvez la transmettre même si vous êtes asymptomatique. Donc, c'est un peu ça le problème avec la COVID. Si tout le monde avait les mêmes symptômes, tout le monde était malade jusqu'à un certain point, ça serait plus facile d'identifier les personnes qui sont des porteurs et les personnes qui sont potentiellement contagieuses. Mais là, on a des porteurs asymptomatiques. Okay? Donc, il y a une relation insidieuse, rappelez-vous ce que c'est, puis on a un problème. Puis ici, je me répète, mais c'est super important, gang. Okay? Vous, quand vous intervenez, vous n'avez peut-être pas le diagnostic, mais vous devez prendre pour acquis que les personnes sont peut-être contagieuses. Donc, protégez-vous. Okay? Portez vos masques, puis portez-les correctement. On s'entend là-dessus. Okay? Les masques de procédure qui couvrent juste la bouche, pas le nez, ça ne sert à rien. Porter des gants, dans certains cas, porter des lunettes ou une visière, mais c'est important, gang. Okay? Surtout quand vous faites des manipulations qui vont générer des aérosols, vous ne voulez pas avoir des gouttelettes dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Faites attention. Ici, les facteurs qui prédisposent à une maladie infectieuse, okay? C'est important, puis il faut les comprendre. Puis souvent, dans les examens, je vous mets des petites mises en situation et vous devez m'identifier quels sont les facteurs qui prédisposaient dans ce cas-ci. Donc, il peut y avoir le facteur génétique. Okay? Donc, par exemple, juste une maladie héréditaire. Vous pourriez avoir des maladies héréditaires, par exemple, qui font en sorte que votre système immunitaire ne fonctionne pas. Okay? Vous avez l'impossibilité de produire des anticorps, donc vous allez être plus susceptible à une infection que quelqu'un qui a un système immunitaire normal. Puis, dans la génétique, j'ai parlé du sexe. Okay? Dans le sens de XX pour les filles, XY pour les hommes. Puis là, je sais qu'il y a des variantes, là, mais on va s'en tenir aux deux principaux. Pas du sexisme, okay? Mais par exemple, les infections urinaires vont être plus fréquentes chez les femmes, ne serait-ce que par la structure anatomique de l'appareil, je veux dire, reproducteur / urinaire. L'urètre, okay? Les bactéries y ont plus facilement accès que chez un homme. Donc, il y a plus de chances pour une femme d'être infectée. Donc, dans ce cas-ci, pour certaines infections, les femmes vont être plus susceptibles. T'sais, on s'entend que si on parle d'une maladie respiratoire comme la coqueluche, ben, que tu sois un gars ou une fille, ça n'a pas rapport. Okay? Mais pour certaines infections du système urinaire, l'anatomie de la femme peut les prédisposer. Okay? Comme il y a peut-être plus de femmes aussi qui ont des infections à levure au niveau génital que les hommes. Donc ça peut être un facteur, on va dire, génétique. Ensuite, il y a l'âge. Okay? Clairement, les jeunes bébés et les personnes plus âgées sont plus à risque que les personnes, on va dire, entre 10 et 40 ans. On va mettre 45 pour m'inclure. Okay? Donc, entre 10 et 45, on est moins susceptible que les personnes plus âgées ou les jeunes enfants. Ensuite, bon, il y a l'état de santé ou l'état de stress. Okay? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer là-dedans. Est-ce que vous avez une maladie qui entraîne un désordre anatomique, physiologique ou métabolique? Est-ce que vous avez du diabète? Okay? La gestion de la glycémie. Le diabète aussi, parfois, peut limiter la circulation sanguine dans les extrémités. Donc, vous avez plus de chances d'attraper des infections, par exemple, à Clostridium, la gangrène, des choses comme ça. Si vous faites de l'asthme, vous avez plus de chances d'avoir des infections respiratoires. Est-ce que vous avez un cancer? Okay? Le cancer peut affecter votre réponse immunitaire. Vous avez une leucémie, vous avez des maladies comme celle-là. Le taux de stress. Okay? Puis Dieu sait que le stress, c'est peut-être un des problèmes majeurs là, à notre époque. Puis ce stress-là peut entraîner là, des changements au niveau de certaines hormones, okay, de cortisol. Le cortisol, ça peut être une bonne hormone pour vous aider à passer à travers un stress, mais si vous en générez trop, ou c'est sur trop longtemps,
Ça peut finir par affecter votre système immunitaire, votre résistance à l'infection. Donc, tout ça peut faire en sorte que vous êtes plus susceptible. Okay? On le voit, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, dans mes fins de session, là. Okay? Y a du stress, il y a de la fatigue aussi, okay, qui est accumulée. Puis là, on toffe. Puis là, quand la session se termine, on dirait que tout se relâche. Puis là, pouf, on tombe malade. Okay? Donc ça, c'est lié à l'état de santé ou de stress. Aussi, est-ce que vous prenez des médicaments? Okay? Si je prends des médicaments pour ne pas faire un rejet de greffe, par exemple, ben, ce médicament-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que c'est un immunosuppresseur. Si je ne fais pas de rejet de greffe, c'est parce que je diminue, disons, l'efficacité de mon système immunitaire. Donc, à ce moment-là, les médicaments vont nuire. Si je prends ma pompe à asthme, le Flovent, puis que ça crée une immunosuppression au niveau de ma bouche, bien là, ça va augmenter mes chances d'avoir une infection buccale. Ensuite, l'environnement et mode de vie, milieu de travail. Okay? On s'entend que dans le cadre de votre métier, vous êtes plus susceptible à une infection que quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un bureau ou qui travaille de la maison. Okay? Vous allez être en contact avec des patients qui ont des infections diverses. Donc, vous devrez vous protéger, faire attention pour ne pas être malade à votre tour. Okay? Les conditions d'hygiène aussi là, vont être incluses là-dedans. L'image que je montre, c'est le fleuve Gange. Le fleuve Gange, c'est un fleuve sacré. Les gens y vont là, pour faire leurs ablutions, des processus religieux, etc. Mais c'est un des fleuves les plus pollués. Donc, ces personnes-là risquent d'être infectées, d'avoir des protozoaires, bactéries, infections virales, etc. Ils ont peut-être un meilleur système immunitaire, par contre. Okay? On s'entend que les gens qui vivent là ont probablement moins d'allergies, de réactions auto-immunes parce que leur système immunitaire est très, très, très occupé à lutter contre des infections. On reviendra là-dessus dans une capsule sur le système immunitaire. Donc là, si on veut bien comprendre, je vais vous mettre une mise en situation. Okay? En fait, deux mises en situation, puis on doit dire quels sont le ou les facteurs qui prédisposent à la maladie. Donc, une technicienne de laboratoire médical travaille chaque jour avec des échantillons de sang et de sel. Donc, d'après vous, quand on regarde ici, ça serait quoi? Dans ce cas-là, okay, ça serait son environnement, son milieu de travail. Là, il y en a qui vont me dire, ah, mais là, est-ce que la génétique a un lien là-dedans? Non. Okay? Le fait que ce soit une femme ou un homme, dans ce cas-ci, n'a rien à voir. Okay? C'est vraiment l'environnement de travail qui fait en sorte qu'elle a des chances de se contaminer avec des échantillons de sang ou de sel. Autre mise en situation. Donc, un homme âgé de 83 ans, souffrant d'un cancer des poumons, reçoit la visite de son fils qui a la grippe. Okay? Là, ici, il y en a 3. Clairement, l'âge. Okay? 83 ans, c'est un facteur. L'autre, le cancer, donc la maladie. Okay? Donc, ici, j'aurais l'âge puis l'état de santé. Puisque dans la mise en situation, je ne parle pas de médicaments, peut-être que la personne a décidé de ne pas prendre de chimiothérapie, on ne le sait pas. Okay? On ne peut pas prendre les médicaments. Okay? Prenez pas pour acquis là, des choses sans que je l'ai spécifié dans la question. Puis ensuite, l'environnement. Okay? Son fils lui rend visite, son fils a la grippe. Donc lui, dans le fond, c'est un vecteur d'infection. Okay? Et il pourrait transmettre l'infection à son père. Autre chose, la chaîne épidémiologique. Okay? Tous les maillons de cette chaîne-là sont importants si on veut qu'une infection se fasse. En fait, on ne voudrait pas que l'infection se fasse. Fait que dans le fond, dans votre job, dans la mienne, okay, quand on fait face à une infection, puis même la population générale avec la COVID, il faut trouver des façons de briser cette chaîne-là. Okay? Donc, dans la chaîne, il y a l'agent pathogène comme tel. Okay? Par exemple, le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID. Les réservoirs, où trouve-t-on le virus? Ben, c'est dans les personnes infectées dans le cas de la COVID. Okay? Mais si je prenais par exemple agent pathogène bactéries du choléra, Vibrio cholerae, ben, le réservoir, ça peut être des sources d'eau, ça peut être le sol, ça peut être les personnes infectées aussi. Porte de sortie, par exemple, pour la COVID, ben, c'est les gouttelettes. En fait, quand on tousse, quand on éternue, même quand on parle jusqu'à un certain point ou quand on chante. Mode de transmission, là, c'est là que je devrais dire, par exemple, les gouttelettes. Okay? Ou ça pourrait être les aérosols. Si je donne un autre exemple pour le mode de transmission, si l'agent pathogène, c'est Plasmodium, donc le protozoaire qui cause la malaria, réservoir, ce serait les humains et les moustiques, porte de sortie par le sang et mode de transmission par le moustique lui-même. Porte d'entrée, donc par où le micro-organisme entre.
COVID-19 rentre par les muqueuses, par les voies aériennes. Porte d'entrée du virus de la gastro, de la salmonellose, de la shigelle. Porte d'entrée, c'est par ce que l'on mange, donc par le système digestif. Porte d'entrée des ITSS. Okay, ça peut être, clairement, par les organes génitaux. Certaines infections vont être transmises par le sang. Vous comprenez le principe. Puis, l'autre réceptif. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'environnement qui est susceptible d'attraper cette infection-là? Okay? Par exemple, si moi, je m'en vais en Afrique, dans un pays où il y a de la malaria, puis je dors dans un environnement où il n'y a pas de filet, je ne mets pas de répulsif à moustiques, bien clairement, je deviens un autre réceptif. Okay? Si moi, je suis dans la même pièce que quelqu'un, moi j'ai la COVID, puis il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui ne porte pas de masque, il est un autre réceptif aussi. Donc, dans mes questions pour un examen, dans le fond, je vous mets des mises en situation et il faut trouver les façons d'agir sur ces chaînons-là. Donc, par exemple, comment on peut agir sur l'agent pathogène? Bien, ça va être, par exemple, si c'est une bactérie, ça pourrait être avec des antibiotiques. Si on parle de micro-organismes dans l'environnement, bien, ça peut être d'utiliser des produits nettoyants. D'accord? Le réservoir. Comment est-ce que je peux agir sur le réservoir? Si on parle, par exemple, du choléra, bien, ça pourrait être d'assainir l'eau. Okay? Donc, c'est bien beau avoir l'eau d'un puits, il faudrait peut-être que j'assainisse. Donc, si je fais bouillir l'eau, si on traite l'eau au chlore ou à l'ozone, on agit sur le réservoir. Si le réservoir, par exemple, est un insecte, bien, si je mets des larvicides, si je tue l'insecte avec des insecticides, bien, j'agis sur le réservoir. Puis là, on va essayer de rester dans l'éthique de la chose. Si on dit que le réservoir, c'est l'humain, on ne va pas commencer à se mettre à tuer tout le monde. Là. Okay? C'est pas comme ça qu'on le souhaiterait. Là. Okay? Mais réservoir, c'est d'agir sur l'endroit où se cache le problème. Par exemple, aussi, quand on a abattu des dizaines, des centaines de milliers de bovins au Royaume-Uni, ben, on a tué le réservoir des prions. Okay? Porte de sortie, comment je peux agir sur la porte de sortie? Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais par exemple, si vous avez une infection sanguine, okay, transmise par le sang, là, hépatite, VIH, ben, ça pourrait être simplement de mettre un bandage sur la plaie. Okay? Ça, c'est plus difficile, effectivement, d'agir là-dessus. Il faut faire attention aussi. Okay? Supposons qu'on pourrait me dire, si j'ai une infection respiratoire, comme la grippe ou la COVID, quand je porte un masque ou si je tousse dans mon coude, je bloque la porte de sortie. Non. Okay? Ça a quand même sorti. Ce qu'on a bloqué à ce moment-là, c'est le mode de transmission. Donc, on a empêché les gouttelettes de se propager, empêché les aérosols de se propager. Okay? Porte de sortie, il faudrait vraiment que, dans le fond, qu'on empêche la personne de tousser ou si c'est une porte de sortie, par exemple, pour la gastro, ben, lui donner des Imodium pour que les virus, les bactéries demeurent à l'intérieur. Puis ça, ce n'est pas nécessairement une bonne solution. Là. Donc, porte de sortie, c'est plus difficile d'agir là-dessus. Les modes de transmission, donc, par exemple, c'est ça, porter le masque pour une infection, par exemple, respiratoire, port d'un condom, okay, pour empêcher des micro-organismes au niveau des organes génitaux d'être transmis lors d'un contact sexuel. Porte d'entrée, okay, bien là, par exemple, si vous êtes en présence d'un patient, puis le patient tousse, pour bloquer vos portes d'entrée, ça peut être aussi le port du masque. Ça peut être de porter des lunettes de sécurité ou une visière. Okay? Donc, on empêche le micro-organisme d'entrer en vous. Puis, l'autre réceptif, bien souvent, c'est d'empêcher, par exemple, des personnes d'être en présence d'autres personnes infectées. Donc, empêcher les visites, par exemple, pour les personnes qui ont la COVID, donc ceux qui sont dans les zones rouges, qu'on appelle dans les hôpitaux, là. Donc, on empêche les visiteurs d'aller voir ces personnes-là. Des fois, c'est triste. Là. On voudrait accompagner nos proches là-dedans, mais on va intervenir en empêchant les gens d'être en contact avec des personnes infectées. Donc, on se pratique un peu. Si nous empêchons les enfants d'un homme atteint du SRAS de venir le visiter, on agit sur quoi? Justement, sur l'autre réceptif. Vous éternuez dans le creux de votre coude. On agit sur le mode de transmission. Vous portez un masque, des gants et des lunettes de protection pour soigner une dame infectée par un virus hautement contagieux. Okay? Là, on pourrait en mettre deux. Masque et lunettes, on bloque la porte d'entrée. Puis gants, on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'on bloque peut-être le mode de transmission parce qu'on va retirer les gants. Donc, j'accepterai les deux. Vous prenez un antibiotique pour soigner une infection urinaire. Bien là, l'antibiotique agit sur l'agent infectieux, donc on élimine l'agent infectieux.
Les portes d'entrée préférées. Il y a des micro-organismes qui préfèrent certaines portes d'entrée à d'autres. Par exemple, la Salmonella typhi. Si je l'avale, je vais être malade. Mais sur ma peau, supposons que vous avez un poulet cru et il y a de la salmonelle dedans, je prends le poulet cru et je le frotte sur ma peau parce que je suis un gars bizarre de même, je ne serai pas malade. La bactérie, même si j'avais une blessure, même si j'avais une coupure et je frotte le poulet dessus, ce n'est pas la porte de prédilection, ce n'est pas l'endroit où la bactérie peut devenir pathogène, donc il n'y aurait pas de problème. Mais si je mange ce poulet-là ou je me liche les doigts après, là, j'ai des chances d'être malade parce que ça va rentrer dans mon système digestif. Streptococcus pneumoniae, si j'en inhale, je prends une grande respiration, il y avait des gouttelettes, que quelqu'un a toussé, j'inhale ça, je vais être malade. Mais si quelqu'un, par exemple, tousse dans mon assiette, ça ne serait pas super, là. Les bactéries se déposent sur mon steak, peu importe, sur mon tofu, on va y aller avec un vegan, puis je mange ça, les chances que je sois malade sont très faibles. Ça va juste faire plus de protéines. Voyons-le positivement. Yersinia pestis, la bactérie qui cause la peste, elle, qu'elle rentre par la peau, les yeux, la bouche, peu importe, elle va vous rendre malade. Il y en a qui ne sont pas si difficiles que ça pour la porte d'entrée. D'ailleurs, les endroits les plus vulnérables pour la porte d'entrée, souvent, ce sont les muqueuses. Donc, les muqueuses respiratoires, digestives, urogénitales, puis la conjonctive, là, ça, c'est vos yeux. On a une conjonctivite, là, c'est au niveau des yeux. Donc là, essayez je vais vous donner des exemples, là, mais vous pourriez m'en donner plus, je suis certain. Là. Donner des micro-organismes qui rentrent par ces muqueuses-là. Respiratoire, COVID-19, c'est clair. Grippe, coqueluche, pneumonie. Donc, il y a plein d'infections qui se situent là. Là, j'ai dit nommer quelques micro-organismes, mais ça pourrait être maladie aussi. Là, parce que, bon, coqueluche, la bactérie, c'est Bordetella pertussis. COVID-19, c'est le SARS-CoV-2. Grippe, c'est un virus de l'influenza. Donc, on pourrait donner le micro-organisme ou la maladie, c'est pas grave. Digestive, Salmonella, Shigella, certains E. coli, comme la E. coli qui cause la maladie du hamburger. Beaucoup de vers, vers solitaires, les oxyures, c'est dans le système digestif. Protozoaires comme la jardiase, la beaver fever. Urogénitale, là, vous me nommez toutes les ITSS que vous connaissez. Gonorrhée, syphilis, chlamydia, VPH, etc. Conjonctive, donc les yeux. On peut penser au trachome, donc chlamydia, c'est l'exemple que je donne ici justement. Toutes les conjonctivites par des staphylocoques, des streptocoques, certains vers, Toxocara canis, entre autres, là, qui peuvent attaquer les yeux. Donc, il y en a plein. Il y a des virus aussi qui peuvent causer des conjonctivites. Donc, entrez par la peau. Normalement, votre peau, là, si elle est saine et pas de blessure, pas craquelée, pas sèche, c'est une excellente protection contre les micro-organismes. Mais malheureusement, il y a des micro-organismes qui réussissent à se faufiler là-dedans. Il y a des micro-organismes qui vont se faufiler au niveau des follicules pileux, des glandes sébacées ou sudoripares. Donc, sudoripares, souvent, c'est ça qui va créer les odeurs. Glandes sébacées, quand on est adolescent, on sécrète beaucoup de sébum. Il y a des bactéries qui vont aller s'installer là-dedans et créer l'acné. Follicules pileux, vous avez vu, rappelez-vous, avec beaucoup de bonheur, les acariens qui vont se loger dans la base de vos poils, au niveau des sourcils puis des cils. Pas le fun de penser à ça, n'est-ce pas? Puis il y a aussi certaines larves de vers qui peuvent passer même à travers une peau saine. Rappelez-vous le chapitre sur les helminthes. Donc, des vers qui vont entrer par la peau, vont atteindre d'autres organes par la suite. Certains mycètes qui vont causer des problèmes au niveau de la peau, ce qu'on appelle les dermatophytes, donc qui vont causer la teigne, la mycose des ongles, qui vont attaquer aussi la couche kératinisée de la peau, donc le pied d'athlète. Voilà, j'ai fini par le dire. Ensuite, les voies parentérales. Donc là, il faut traverser la peau. Donc, une piqûre. On voit quelqu'un qui s'injecte une drogue quelconque. Donc, on peut, de cette façon-là, attraper l'hépatite, le VIH, piqûre d'insectes aussi, virus Zika, fièvre jaune, malaria, protozoaire. Certains vers aussi peuvent être transmis par des piqûres d'insectes, comme les filaires qui causent l'éléphantiasis. Morsure de chat et de chien, gang. Là. Moi, ça me fait sourire. J'ai souvent vu et entendu des gens dire « Ah, la salive de chien, c'est antimicrobien et tout. Oh my God, non. La bouche d'un chien, là, c'est quasiment pire qu'une cuvette de toilette. Là.
Donc, ça peut peut-être vous faire réfléchir si vous vous laissez licher le visage par votre chien. Mais il y a plein de bactéries, il y a plein de mycètes là-dedans. Il peut y avoir des protozoaires aussi. Donc, si vous vous faites mordre ou même griffer là, par un chat, un chien ou un animal sauvage quelconque, il faut aller voir un médecin, aller à l'hôpital parce que vous pourriez avoir des conséquences graves. Juste pour vous dire une anecdote là-dessus, mon frère avait un chat, puis il vivait au niveau dans un demi-sous-sol. Puis le chat était sur le bord de la fenêtre, puis il a vu, je ne sais pas moi, si c'est un écureuil ou un animal passer, puis le chat est devenu un peu fou. Fait que mon frère a voulu aller le voir et le calmer, mais quand il a mis la main sur le chat s'est reviré de bord, puis il avait encore ses griffes. Donc il s'est accroché sur l'avant-bras de mon frère, puis avec ses pattes arrière, il a commencé à spinner, là, puis il lui a tout arraché la peau. Donc mon frère a dû aller à l'hôpital. On a soigné sa blessure, mais il a dû recevoir aussi des antibiotiques par intraveineuse parce que dans les griffes des chats, on peut retrouver des bactéries ou des levures qui peuvent être très dangereuses pour la santé de la personne. Donc, il a dû être traité pour ça. Fait que moi, j'ai bien ri de lui, on s'entend là-dessus. C'est ça la job d'un grand frère, mais ça aurait pu être dangereux. J'en ris parce qu'il va très, très bien maintenant. Donc, les réservoirs maintenant d'infection. L'humain peut être un réservoir. Okay? Puis, on peut avoir des porteurs sains et des porteurs actifs. Porteur sain, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes infecté, vous ne le savez pas, vous êtes asymptomatique. Pensez à Typhoid Mary, qui est une porteuse saine. Pensez aux personnes qui sont asymptomatiques pour la COVID. Tandis que les porteurs actifs, ben, eux le savent. Okay? Vous avez les symptômes. Puis là, plein de maladies qui peuvent être portées par l'humain, diphtérie, hépatite. L'hémorragie, c'est le beau terme là, pour dire gonorrhée. Okay? On pourrait rajouter encore une fois COVID, la grippe, etc. Réservoirs animaux. Okay? On peut avoir ce qu'on appelle des zoonoses ou on peut avoir des vecteurs. Quand on parle de zoonose, c'est que l'animal lui-même est affecté. Donc, par exemple, la rage. Okay? Si votre chien, votre chat, un rat, une chauve-souris, un raton laveur a la rage, il va être affecté, il va avoir des symptômes et il va potentiellement en mourir lui aussi. Puis, cette maladie-là peut vous être transmise. Donc, quand on parle de zoonose, c'est une infection qui affecte l'animal, mais qui peut être transmise à l'humain. Tandis que les vecteurs, bien là, à ce moment-là, c'est que l'animal ou l'insecte n'a aucun symptôme, mais peut transmettre la maladie. Donc, la maladie de Lyme peut nous être transmise. Quoi d'autre aussi? Tous les vecteurs, la malaria, etc., ça va être des maladies transmises par, là, quand je dis animaux, là, c'est au sens très large. Là. Puis les réservoirs inanimés, le sol. Okay? Plusieurs bactéries présentes dans le sol, plusieurs mycètes. Donc, vous travaillez le sol, vous pourriez avoir l'anthrax cutané, vous pourriez avoir des infections à mycètes, à Sporotrix. On peut avoir des vers présents dans le sol aussi. Dans l'eau, le choléra, l'hépatite A peuvent se retrouver dans l'eau, donc des virus, des bactéries, des vers, des protozoaires, Giardia lamblia dans l'eau. Sur les objets, okay, contact indirect, quelqu'un touche sur un objet, vous manipulez l'objet, vous mettez vos doigts dans vos yeux, votre bouche. Les aliments, clairement, toutes les infections alimentaires, okay, listériose, salmonellose, E. coli, tout est là-dedans. Les modes de transmission, je passe rapidement. Le contact direct. Okay, vous êtes en contact direct avec une source infectieuse. Vous embrassez votre blonde, puis elle a la mono, elle a la COVID, elle a la grippe. Peu importe, contact direct, serrez la main à quelqu'un. Contact indirect, vous touchez un objet interposé, une poignée de porte. Transmission, on le voit aussi par les insectes, les gens qui préparent votre bouffe, des fois au restaurant. D'ailleurs, on s'ennuie des restaurants, j'ai hâte d'y retourner. Les objets, okay, infection nosocomiale, puis regardez encore une fois là, les gouttelettes qui sont projetées quand quelqu'un éternue. Là. Okay, donc, vous inhalez ça. Les choses que vous mangez, les piqûres, relations sexuelles, transfusions, il y a plein de façons de transmettre une maladie, malheureusement. Je sais que je passe du coq à l'âne, là, puis je vais vite, je m'en excuse. Là, vous pourrez mettre les vidéos sur pause. Là. La prophylaxie, donc c'est un processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition ou la transmission d'une maladie. Dans le fond, c'est que si on sait ou on croit que vous pourriez être infecté par quelque chose, on peut vous donner des médicaments ou des équipements de protection là, pour prévenir cette infection-là. Exemple 2. Quand je suis allé dans des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, Guatemala, Pérou, entre autres, j'ai dû prendre de la chloroquine ou des dérivés de chloroquine pour prévenir une infection à la malaria. Donc ça, c'était un traitement prophylaxique. Mon père qui s'est fait arracher les dents
et qui a eu des implants dentaires. Okay? Mon père ayant des problèmes ou une certaine fragilité au niveau cardiaque, avant les interventions, le dentiste lui a prescrit des antibiotiques. Donc, il prenait des antibiotiques pour tuer la flore buccale, pour éviter que les bactéries qu'il a dans la bouche entrent dans les plaies laissées par les dents qui ont été arrachées et que ces bactéries-là, par le sang, atteignent son cœur et le rendent malade. Donc, prophylaxie, on veut prévenir. Infection nosocomiale, OK, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Okay? Puis à l'hôpital, c'est plate à dire, c'est là où on va se faire soigner, mais ça devient un environnement propice pour la transmission d'infections. Parce que tu as plein de personnes vulnérables, plein de personnes qui sont malades, okay? Qui sont elles-mêmes porteuses d'infections. Tous les éléments de la chaîne infectieuse sont là. Okay? L'agent infectieux, le réservoir, les portes de sortie, mode de transmission, porte d'entrée, autres réceptifs, c'est un beau melting pot. Okay? Tout est là. Un exemple, là, vous avez Clostridium difficile, la C. diff, okay? Ou Clostridioides difficile. Donc, une infection qui affecte beaucoup de gens à l'hôpital. Pourquoi? Parce que des gens, par exemple, personnes âgées qui sont déjà plus affaiblies, okay? Donc hôtes affaiblis. Micro-organisme est présent, C. diff est là. Chaîne de transmission, elle est présente aussi parce que, par exemple, une personne qui est malade va aux toilettes, okay? Flush, les bactéries se propagent par aérosol dans la pièce, dans la salle de bain. Cette bactérie-là crée des endospores, donc c'est une forme très résistante de la bactérie dans l'environnement. Un patient suivant arrive, se contamine avec les endospores, puis s'infecte. Puis ce qui arrive souvent, si tu es à l'hôpital, okay, ben, si tu prends un antibiotique, par exemple pour une infection pulmonaire, urinaire ou peu importe, tu élimines toutes les bactéries, incluant la flore normale. Donc si cette bactérie-là arrive dans votre tube digestif et qu'il n'y a plus de flore normale parce que vous avez pris un antibiotique, elle va prendre toute la place et vous rendre très malade. Et une façon de guérir ça rapidement, gang, puis c'est assez intense, là. Croyez-moi pas, mais c'est vrai, ce sont les greffes fécales. Oui, c'est exactement ce que vous pensez, là. Donc, on prend des matières fécales d'une personne saine, OK? Normalement, on va prendre quelqu'un de la famille, il faut que ça reste... ça crée des liens, j'imagine, entre frères et sœurs ou entre conjoints et conjointes, là. Donc, on prend des matières fécales saines, que l'on va homogénéiser, donc on va en faire une belle bouillie relativement liquide, et on va littéralement la greffer, donc installer ça ça peut être par l'anus, là, okay? Et on va injecter le tout. Donc on va envoyer une quantité impressionnante de bactéries saines dans le gros intestin, et normalement, ça a beaucoup de succès, ça limite la croissance et le développement de Clostridium difficile. Donc c'est peut-être pas intéressant, puis... je veux dire, ça peut peut-être faire lever le cœur à certaines personnes, mais ça ou mourir, je pense que je prendrais la greffe fécale. Quelles sont les conséquences des infections nosocomiales sur notre système de santé, là, ici même au Canada? Donc, dans les hôpitaux canadiens, c'est un patient sur 9 qui va avoir une infection nosocomiale. Moi, j'en ai eu une lors de mon opération au genou, une de mes 3 opérations au genou. C'est la 4e cause de décès, gang, au Canada. Donc, cancer, maladie du cœur, accident vasculaire cérébral, infection nosocomiale, puis accident ensuite. COVID, je ne sais pas où ça se situerait là-dedans, là, cette année, mais bon. Puis c'est 1 milliard en coût, okay, pour les soins de santé et tout là, reliés à ces infections-là. Donc, c'est quand même majeur comme problème. Puis les principaux sites sur votre corps des infections nosocomiales, infections urinaires. Okay? Donc, les personnes qui ont des infections urinaires suite à la pose d'une sonde urinaire, par exemple, suite à un accouchement ou quoi que ce soit. Infection des plaies chirurgicales, moi j'étais dans ce groupe-là. Okay? Donc 5 à 12 % des personnes opérées ont une infection post-opératoire, donc j'ai passé. Bactérémie, okay? Lors de l'injection d'un soluté ou quoi que ce soit, des bactéries qui s'y installent. Le 4e en nombre, mais le pire en niveau de dangerosité, okay, c'est les voies respiratoires. Okay, regardez ça, taux de mortalité, infection nosocomiale respiratoire, 13 à 55 %. Okay, donc, l'utilisation d'appareils d'oxygénothérapie. Donc, vous savez, là, les gens que l'on soigne aux soins intensifs sur respirateur à cause de la COVID, ben, tu sais, ça ne serait pas impossible que ces personnes-là soient surinfectées par une bactérie ou quoi que ce soit, puis aient des conséquences graves. Okay, fait que c'est bien beau, on veut sauver les gens de la COVID, mais il faut faire extrêmement attention lorsqu'on manipule les équipements, lorsqu'on intube les personnes pour éviter justement de les contaminer encore plus puis de causer des problèmes.
Puis le dernier, qui est peut-être pas le plus dangereux, mais les infections cutanées. Donc, on voit ça beaucoup chez les nouveau-nés, l'infection de la peau et des yeux. D'ailleurs, souvent, quand les enfants naissent, on va leur mettre une petite crème antibiotique là, au niveau des yeux pour empêcher des infections. Quelques exemples d'épidémiologie. Okay? Dans le fond, l'épidémiologie, c'est quoi? C'est une science où on étudie la propagation d'une maladie, comment elle se propage, et aussi on essaie de trouver la source du problème. Je donne des exemples. L'étude de Snow, ça c'était à Londres au 19e siècle. Le choléra frappait des quartiers de Londres, puis là, on voyait vraiment des problèmes importants à ce sujet-là. Puis Snow a été un des premiers médecins, chercheurs, scientifiques, voyez-le comme ça, là, à essayer de trouver la source. Donc là, on voit, dans un quartier, la famille X est malade, une famille pas très loin est malade aussi, mais pourtant, ces deux familles-là ne se fréquentent pas, ce n'est pas des amis ou quoi que ce soit. Les enfants ne vont pas à l'école ensemble. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en posant des questions aux familles, puis aux autres personnes là, qui étaient malades, il a réalisé que le point commun entre toutes ces personnes-là, je vous montre l'image suivante, c'était un puits. Donc ça, c'est vraiment un plan du quartier. Puis ça, c'était une caricature ou un dessin qui avait été publié dans le journal de l'époque quand on avait trouvé la source. Donc, puis littéralement, la source, c'était la source d'eau. Donc, l'endroit où les gens allaient chercher leur eau, qui était la cause du choléra. Puis on voit ici même une image dans un journal, la faucheuse là, qui tuait plein de monde à cause du choléra. Donc ça, c'est un exemple. Étude de Semmelweis, ça, c'est épouvantable. Hein. Imaginez, là, on est à Vienne, en Autriche, superbe ville en passant. Donc, il y a des problèmes. Il y a des hôpitaux. Un hôpital où il y a les gens riches qui vont se faire traiter et où les femmes riches vont accoucher, puis un hôpital plus pour la population un petit peu moins fortunée. On est en train de réaliser, Semmelweis réalise que le taux de mortalité de femmes qui accouchent dans les hôpitaux pour personnes fortunées, faible, puis très élevé pour les personnes à, on va dire, revenus plus modiques. Là, l'étude, dans le fond, c'est qu'il essaie de voir, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Une femme qui accouche, une femme qui accouche, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre, puis les soins devraient être les mêmes. Mais là, ce que Semmelweis a réalisé, c'est que dans l'hôpital pour personnes un petit peu plus pauvres, il y avait beaucoup d'étudiants en médecine qui allaient pratiquer les accouchements à ce moment-là. Puis les médecins plus expérimentés allaient travailler dans l'hôpital plus riche. Ce qui arrivait, c'est que les étudiants, souvent, étudiaient l'anatomie pendant une partie de la journée sur des cadavres. Donc, ils manipulaient des cadavres et après ça, ils se rendaient à l'hôpital pour procéder à des accouchements ou faire d'autres traitements. Quand tu as des bactéries, certaines bactéries là, qui se développent dans les cadavres, avec la décomposition et tout, puis tu vas pratiquer un accouchement, puis dans l'accouchement, de toute évidence, il y a des lésions au niveau génital chez la mère, des déchirures, etc. Puis tu mets tes mains là, ben, les femmes étaient contaminées, avaient des septicémies, puis mouraient. Et là, regardez bien l'absurdité de la chose, là, déjà que c'est absurde, là, mais la grosse révolution qu'on a fait, c'est que Semmelweis a dit quand vous faites vos études avec les cadavres, il faut se laver les mains après. C'est fou, là. Nous, maintenant, là, avec la COVID en plus, c'est quelque chose qu'on fait 20 fois par jour. Mais à cette époque-là, juste le simple fait de changer les habitudes, laver les mains après avoir travaillé avec les cadavres, puis avant de procéder à l'accouchement, ça a sauvé plein de vies juste à cause de ça. C'est fou. Mais ça a pris une étude épidémiologique. Puis les études épidémiologiques, par exemple, si on se rapproche plus de notre quotidien, par exemple, si, je ne sais pas moi, vous faites 15 transports de personnes là, qui sont gravement malades, là, vomissements, diarrhée épouvantables, vous les transportez à l'hôpital, puis on réalise à l'hôpital, hey, on a eu 15-20 patients en dedans de 5 heures qui ont les mêmes symptômes. Fait que là, on pourrait se demander, on pose des questions à ces personnes-là, puis là, on réalise que le point commun, c'est qu'ils ont tous soupé au même restaurant, puis ils ont tous mangé, je ne sais pas moi, tel repas, puis, par exemple, des tartares, puis c'était une mauvaise batch de bœuf, puis il y avait plein de contamination là-dedans. Donc, une étude épidémiologique peut nous permettre de cibler ces personnes-là. Puis, COVID, encore une fois, comme exemple, tous les tests de dépistage que l'on fait, le traçage, ce sont des études épidémiologiques. On veut voir à quelle vitesse ça transmet, comment ça se transmet, par qui ça a été transmis, puis comment on peut intervenir pour briser la transmission. Donc, voilà pour ça.
Deux petites dernières définitions, taux de morbidité et de mortalité. Le taux de morbidité, bon, le rapport entre le nombre de personnes atteintes, donc les personnes qui sont infectées d'une maladie durant une période donnée, et la population totale exposée au risque de l'infection. Okay? Donc ça, c'est nos personnes qui sont malades. Taux de mortalité, c'est le rapport entre le nombre de décès dus à une maladie et la population totale. Faire attention, l'erreur la plus commune. Okay? Supposons que je dis qu'il y a 20 000 personnes qui sont atteintes de la COVID, okay, et que, je veux dire, je ne sais pas moi, 5 000 personnes en sont mortes. Okay? Puis là, on va dire que c'est sur une population totale de, je ne sais pas moi, on va dire la population du Québec, là, 8 millions. Le taux de morbidité, ça serait 20 000 personnes sur 8 millions. Le taux de mortalité, ça serait 5 000 sur 8 millions. Okay? L'erreur la plus commune, c'est que les gens vont dire qu'il y a eu 5 000 morts sur les 20 000 infectés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le taux de mortalité, c'est vraiment 5 000 personnes décédées sur la population totale. Ça termine enfin ce long chapitre. Il y a beaucoup de stock, on s'entend là-dessus. Okay? Donc, je vous donne des références, puis même des suggestions d'émissions, okay, pour comprendre tout ça, là. Donc, vous avez le CDC, okay, qui est une ressource aux États-Unis. C'est la ressource mondiale là, pour les maladies infectieuses. Puis si vous devez regarder un film, là, okay, regardez le film Contagion. Il est sur Netflix. Si vous avez accès à Netflix, c'est extrêmement bien fait. Okay? Pour vrai, quand ils ont conçu le film, ils sont allés justement consulter les gens du CDC. Dans ce film-là, dans le fond, c'est quasiment un peu ce qu'on voit avec la COVID, mais c'est une coche au-dessus. C'est une maladie encore plus grave là, qui affecte beaucoup les enfants. Donc, tout le monde y passe. C'est le chaos social. Il y a des confinements, il y a des couvre-feux. C'est quasiment prémonitoire. Là. Je me rappelle, j'étais allé voir ce film-là avec mes étudiants en immunothérapie là, quand le film est sorti. Puis, on est allé voir ça au cinéma. C'était le fun, à l'époque où on pouvait aller au cinéma. Mais c'est très, très bien fait. Okay? Les études épidémiologiques, c'est super bien fait. On parle du R0. Il y a vraiment plein de notions réelles, bien expliquées. Là, c'est pas, écoutez, j'ai écouté des films des fois là, où je sais pas moi, il y a une arme bactériologique. Puis là, il nous montre des virus ou des bactéries que ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui regarde un plat de pétri puis il voit des virus qui se multiplient dans un microscope optique, là, ça n'a pas de sens. Okay? Mais le film Contagion, super bien fait. Aussi la série québécoise qui s'appelle Épidémie. Ça, c'est particulier aussi parce que ça a été créé 1 an avant l'arrivée de la COVID. Puis eux parlent justement d'une infection respiratoire à coronavirus avec des animaux comme les furets qui peuvent être porteurs. Fait que ça, là, c'était quasiment prémonitoire là, juste avant la COVID. Puis une autre vidéo, allez voir aussi. Je vous invite à aller voir ça. Mais le film Contagion, pour vrai, là, c'est génial. Puis le glossaire, il y a beaucoup de termes utilisés dans cette capsule-là. Beaucoup de définitions, fait qu'il faut démêler tout ça. Donc, faites votre glossaire, s'il vous plaît. En plus de ça, okay, allez lire le chapitre 6 du Fauché et répondez à ces questions-là. Puis, vous pouvez regarder là, les autres éléments qui sont ici. Donc, il y avait beaucoup de choses. Okay, c'était long, je m'en excuse, mais il faut passer à travers tout ça. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, vous m'écrivez. Bonne fin de journée.